متتبعي قناة فيديو avec بوتوال، أهلا ومرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو الذي يعتبر كتتمة لتصحيح امتحان ولوج كلية الطب والصيدلة وكليتي طب الأسنان لسنة 2021. La question suivante, le tableau suivant présente les caractéristiques de trois types de fibres musculaires. Les fibres de type 1, celui qu'on utilise dans les activités de tous les jours et dans les efforts de longue durée comme les marathons. Sont beaucoup plus vascularisés, c'est-à-dire sont entourés par commençons par les fibres de type 1. Ce sont les fibres que l'on utilise dans les activités de tous les jours et dans les efforts de longue durée comme les marathons. Commençons par le type 1, ce sont les fibres que l'on utilise dans les activités de tous les jours et dans les efforts de longue durée. Ils sont caractérisés par une forte capacité oxydative. Ils sont très vascularisés, sont entourés par des capillaires, un nombre de capillaires très élevé. Le diamètre des fibres il est très faible et la force produite il est très faible. Alors, ce type de fibre est caractérisé par son endurance, c'est-à-dire que ces fibres ne sont pas les plus fortes, mais ils peuvent supporter des contractions musculaires sur une longue période de temps. Là, on a les fibres musculaires les plus adaptées aux efforts de longue durée, ce sont les fibres de type 1. On a ici deux réponses qui contiennent les fibres de type 1. On a les fibres de type 1 de la réponse A et les fibres de type 1 dans la réponse E. Là, on a les fibres de type 1 car ils contiennent moins de capillaires et ont une capacité anaérobie plus élevée. Par contre, les fibres de type 1, elles sont plus vascularisés, c'est-à-dire ils ont une grande densité de capillaires et ils ont une capacité aérobie qui est plus élevée par rapport aux fibres de type 2. Là, on a les fibres de type 1 car elles contiennent des capillaires et ont une capacité aérobie plus importante que les fibres de type 2. La séquence d'ARN transcrite à partir de la séquence d'ADN 5' GTT CGTT GA 3'. Et alors pour déterminer la bonne réponse, il faut comprendre le mécanisme de la transcription. Là, on voit que on a l'enzyme de l'ARN polymérase qui se déplace le long de la molécule d'ADN et fabrique et synthétise la molécule d'ARN messager. On voit que le brin transcrit il a une orientation de le sens 3', 5', c'est-à-dire que la transcription il se déroule toujours dans le sens 3', 5' à partir de brin transcrit. Là, on a la molécule d'ADN ou le brin transcrit. Notre molécule d'ADN, il commence ici par 5' et ici il termine par 3'. La transcription, il commence à cette extrémité-là, il se déroule dans ce sens-là. Alors là, on a 3', dans notre ARN messager, on va trouver 5', et après le 5', il y a le complément de A, c'est l'uracile. On va chercher l'ARN messager qui commence par 5' et qui contient l'uracile. Alors là, on a l'uracile et après le complément de la guanine, c'est la cétosine. Le complément de la thymine, c'est l'uracile. La bonne réponse, c'est la réponse D. بالنسبة للنسخ أو la transcription دائما ما كتسم في الاتجاه 3', 5'. إذا عطاونا واحد الاولى ديال الادين مثلا بحال هذا، خصنا نقلبوا على طرف 3' اللي غتبدا منه عمليه النسخ ولا لا ترانسكريبسيون. Un animal se reproduisant sexuellement possède deux gènes non liés
l'un pour la forme de la tête, grande H, et l'autre pour la longueur de la queue T. Son génotype est grande H, petite h, grande T, petite t, c'est-à-dire qu'il est hétérozygote. Il a deux chromosomes homologues et chaque chromosome homologue, elle porte un gène donné. Par exemple, là, on a la grande tache, petite tache sur le premier paire des chromosomes homologues et le deuxième paire, elle porte le deuxième couple d'allèles. Lors de la formation des gamètes, c'est-à-dire lors de la méiose, toujours il y a la séparation des chromosomes homologues. Il y aura la formation de 4 types des gamètes grâce à la séparation aléatoire des allèles. Ces types de gamètes, elles contiennent des grandes taches petites t. On a aussi les grandes taches grande T. On a aussi les petites taches petit t et les petites taches puis grand T. La bonne réponse c'est grand H, grand T. On croise deux variétés de plantes de pois, l'une à fleurs axiales rouges et l'autre à fleurs terminales blanches. Tous les individus de F1 ont des fleurs axiales et rouges, alors que les plantes à fleurs axiales et rouges, ce sont les caractères dominants, et la forme terminale et blanche, c'est la forme récessive. Supposons un assortiment indépendant sur 64 individus de la génération F2. Combien d'entre eux devraient avoir de fleurs terminales et rouges? Ces individus ont un phénotype recombiné. Dans le cas des gènes indépendants, les proportions de F2, ce sont 9 sur 16, 9 sur 9, 3 sur 16, 3 sur 16, et 1 sur 16. Dans ce cas-là, la probabilité d'avoir des fleurs terminales rouges, c'est 3 sur 16, c'est-à-dire 18,75%. On a ici le nombre des individus, c'est 64. 64 sur 4 égale à 16. Alors on a 64 sur 4 égale à 16. On a ici 3 sur 16. On va multiplier 3 sur 16 fois 4. Alors là, fois 4, il est égal à combien? Il est égal à 2 sur 64. لأن دائما هنا عندنا العدد الأفراد هو 64 بالنسبة للجينيراسيون اف جوج. فهاد في جوج غنقدروا نحصلوا على 4 ديال المظاهر. من بين هاد المظاهر هاد لي فلور تيرمينال لي روج، باش نشوفوا هاد المظاهر الاحتمال هو 3 على 6. غنعتبروا ان 64 هي 4 في 6، يعني من كل 16 غيكون عندنا 3. اذا 16 الاولى 3، 16 الثانيه 3 هي 6، 16 الثالثه 9، 16 الثالثه هي 12. Certaines plantes peuvent résister à des froids extrêmes. Pour expliquer ce phénomène, on propose les documents suivants. Le document 1, on a deux chaînes respiratoires chez certaines plantes qui sont le cytochrome C oxydase, et l'oxydase alternative, qui sont des accepteurs d'électrons de la chaîne respiratoire intervenant dans la réduction de dioxygène en molécules d'eau. Et le deuxième document, il représente le couplage énergétique de deux chaînes respiratoires. D'après ce document-là, on voit que la chaîne acétochrome oxydase présente un fort flux de protons couplé avec forte production d'ATP. Et pour la chaîne respiratoire à oxydase alternative, on voit qu'il présente un faible flux de protons
couplé à une faible synthèse d'ATP par l'ATP synthase. Le document 2, il confirme la forte production d'ATP avec l'acétochrome oxydase et la faible production d'ATP avec l'oxydase alternative. Et aussi, il montre que la production de la chaleur elle est faible avec cétochrome C oxydase et forte avec l'oxydase alternative. Pour résister au froid extrême, la plante, alors, il utilise principalement la chaîne respiratoire avec protéines oxydase alternative qui libère des fortes quantités de chaleur qui permet à la plante de résister au froid. Et on voit ici que d'après ce document-là, cette chaîne elle produit une faible quantité d'ATP. Alors la bonne réponse ici c'est l'oxydase alternative qui exprimée et l'ATP synthase devient moins actif. Là on voit que il y a une faible production d'ATP par cette voie, mais avec production d'une forte quantité de chaleur qui permet à la plante de résister au froid extrême. La bonne réponse est C. La digestion d'un ADN par une enzyme de restriction a permis d'obtenir 4 fragments d'ADN qui sont A, B, C et D de tailles différentes. Une enzyme de restriction est une protéine capable de copier des molécules d'ADN dans des séquences et des endroits très précises. Là, on a les sites d'action des différentes enzymes de restriction. Après, on a soumis ces fragments d'ADN à une séparation par l'électrophorèse. Alors, l'électrophorèse, c'est la migration des particules chargées sous l'influence d'un champ électrique. Les molécules anioniques ou les molécules chargées négativement migrent vers l'anode et les molécules chargées positivement migrent vers les cathodes. Les acides nucléiques comme l'ADN sont chargés négativement, alors ils migrent vers les cathodes. L'ADN est chargé négativement à cause de la présence des groupements phosphates chargés négativement, alors qu'ils migrent vers les anodes, vers l'anode. Ils migrent vers l'anode. La migration se fait là selon la taille et selon les charges, puisqu'on a des ADN, alors ils ont les mêmes charges, ils se diffèrent par leur taille. Les fragments qui ont la taille très faible, ce sont ceux qui migrent très vite. Par exemple, là on a la molécule, le fragment qui a la taille très faible, c'est B, alors c'est celui qui va occuper c'est celui qui va occuper la première place. Le deuxième c'est B, c'est celui qui va occuper la deuxième place. Troisième fragment c'est D, qui est celui qui va occuper la troisième place. Et finalement on a C qui ne migre pas à des distances très élevées à cause de sa taille très élevée, alors que le profil de l'électrophorèse dans ce cas-là est le profil 4. بالنسبه للهجره الكهربائيه دائما كتسمع على حسب الكتله الموليه وحسب الشحنه. كل ما كانت الكتله الموليه صغيره والشحنه كبيره والا كتكون الهجره اكبر. اذا هنا ملي كنحصلوا على 4 ديال القطع الدي ان بواسطه انزيمات الفصل، اذا القطعه الصغيره بالنسبه للدي ان هي بي. اذا غتكون عندنا كتله اصغر ولا كتله موليه صغيره بزاف هي بي، اذا هي اللي غادي تهاجر الاطول مسافه وغتقرب من هذا القطب الموجب. اذا هنا غادي نرتبوهم على حسب القد ديالهم وغنحصلوا على ان البروفيل الصحيح هو البروفيل الرابع. Chez les oiseaux, le sexe est déterminé par le couple chromosomique ZW. Les mâles sont ZZ et les femelles sont ZW. Un allèle récessif létal
qui provoque la mort de l'embryon est parfois présent au niveau du chromosome Z chez les pigeons. Quel serait le rapport des sexes dans la progéniture d'un croisement entre un mâle hétérozygote portant l'allèle létal et une femelle normale? Alors, j'ai utilisé là pour le mâle, on a Z, j'ai utilisé grand N pour l'allèle normal et petit n pour l'allèle qui provoque la maladie. Et pour la femelle, on a Z grand N avec W. La femme produit deux types de gamètes qui sont ZNW et le mâle produit deux types de gamètes qui sont par des pourcentages de 50%, 50% ZN, ZM. Quel serait le rapport des sexes de la progéniture d'un croisement entre un mâle et femelle? Normalement là, on voit qu'il y a 4 individus, 2 individus femelles, 2 individus mâles, mais là on voit que ce mâle-là, il porte l'allèle récessif qui provoque la maladie, qui entraîne la mort de l'individu. Alors on a 2 femelles avec un mâle. Là on a 2 femelles avec un mâle. La bonne réponse c'est B. L'emplacement relatif de 4 gènes sur un chromosome peut être cartographié à partir des données suivantes sur les fréquences de crossing over. On a la distance entre C et B, c'est 5%. On va représenter là le chromosome. On a la distance entre B et C, c'est 5 centimorgane. Je vais utiliser une échelle arbitraire. Alors la distance là, c'est 5 centimorgane. Puis on a la distance entre BA, c'est 30 centimorgane. On a 2 possibilités. Alors je vais étudier la distance entre C et A. La distance entre C et A, c'est 25. Alors on a A. Alors entre A et C, la distance de 25 centimorgane. Alors la distance entre B et A, c'est 30 centimorgane. Le reste, on a la distance entre A et D. La distance entre A et D, c'est 15. On a 15. Et la distance entre C et D, c'est 40. Alors, on a 25, دزنا لها 15 غتولي هنا 40. alors D غادي تكون هنا. alors la distance عندنا entre D et C c'est 40 centimorgane. هنا لهنا عندنا 40 centimorgane. وعندنا la distance entre C et A, et A 25. entre A et D c'est 15 centimorgane. Ça fait. Alors on a la position relative de ces gènes, c'est B, C, A, D. La bonne réponse c'est D. L'arbre généalogique ci-dessous concerne une famille dont certains membres souffrent d'une anomalie de la structure du cuir chevelu appelée chevaulineux, sachant que l'individu 1-1 il est homozygote. Alors premièrement, avant de répondre à ces questions, on va montrer comment se fait la transmission de ce caractère. Premièrement, on a cet individu, il est homozygote et porte le caractère normal, c'est-à-dire c'est un homme sain, ce qui montre qu'il porte seulement les allèles normales. La transmission de la maladie elle est liée aux allèles transmis par l'individu, c'est-à-dire par la mère, ce qui montre qu'il y a l'apparition de la maladie par la transmission d'un seul allèle, ce qui montre que l'allèle responsable de la maladie c'est l'allèle dominant. On va noter ici pour le phénotype des individus malades grand W, ils ont là déjà le symbole, et là je vais utiliser petit W pour les individus qui sont sains. On a l'individu 3-3, il est malade, alors elle transmet automatiquement la maladie à ses
à toutes ces filles. L'apparition de cette fille qui est saine montre que la maladie est portée par des autosomes. دائما هنا عندنا المرض مادام ان هادو خداو فقط حليل واحد وتصابوا بالمرض من عند الام، اذا هذاك الحليل اللي خداو فهو حليل سائد، خصوصا بالنسبه للبنات. بالنسبه للذكور يقدروا ياخذوا حليل واحد ويتصابوا بالمرض اذا كان محمول على اكس، لكن الظهور ديال هذه الانثى اللي هي مصابه دليل على انه سائد. كذلك بالنسبه من يكون المرض سائد، اذا كانت هذا كناخذوا دائما ذكر خص تكون الام ديالو مصابه، هنا تحقق الشرط، وخص يكونوا جميع البنات ديالو مصابات. اذا وجود ديال انثى مصابه اللي كتنحدر من اب سليم كيدل على ان المرض مرض غير محمول على الصبغ الجنسي X هنا. Il est porté par des autosomes. Alors on va montrer la probabilité de la descendance de 3,4 et 3,5 à des chevaux lumineux, et va montrer la probabilité de l'individu de 3,1. Alors premièrement, on a les individus 3,4 et 3,5. Alors 3,4 il est malade, 3,5 il est sain. Alors je vais utiliser petit W. Là on a cet individu il est hétérozygote car l'un de ses parents ne porte pas l'allèle responsable de la maladie, grand W, petit W. Et pour l'autre individu il est déjà sain, alors il porte seulement les allèles normales. Alors cet individu donne 100% des gamètes petit W, et l'autre individu donne 50% grand W avec 50% petit W. Alors dans la descendance on a deux possibilités de fécondation. Alors grand W avec petit W, on a l'apparition ici de caractères qui est ligneux, et là on a 50% d'avoir ce caractère là, et on a aussi en même temps 50% de caractère qui est normal. Alors la probabilité d'avoir des individus ligneux c'est 50%. Concernant l'individu 3,1, alors il est malade. Concernant son phénotype, il y a deux possibilités, soit il est hétérozygote, soit il est homozygote. On a sa mère, il est sain, alors il est hétérozygote, grand W, petit W. La réponse qui est juste là, alors la descendance, la probabilité d'avoir des individus avec des chevaux ligneux c'est 50%. Là on a 50% des individus avec des chevaux ligneux, et la probabilité que l'individu est hétérozygote c'est 100%, car on sait déjà que l'allèle responsable de la maladie il est dominant. Dans une population en équilibre de Hardy-Weinberg, la fréquence d'un allèle récessif pour un caractère héréditaire donné est de 0,2. Le pourcentage des individus présentent le caractère dominant à la génération suivante, et alors on va calculer le pourcentage des individus qui présentent le caractère dominant. Là pour faciliter le calcul, je vais utiliser deux allèles. Je vais utiliser l'allèle grand A. Alors pour le grand A, toujours l'allèle dominant, la fréquence de l'allèle dominant égale à P, et on a F de petit a il égale toujours à Q. Là on a déjà F de petit a égale à 0,2, c'est l'allèle récessif. Là il faut calculer le pourcentage des individus qui présentent le caractère dominant, c'est-à-dire le caractère grand A. On a deux types d'individus qui portent ce phénotype là, ce sont ceux qui sont homozygotes, c'est-à-dire les grands A, et on a les petits a, les grands A, petit a. La fréquence de ce génotype là c'est P au carré, et ce génotype là c'est 2PQ. Pour le troisième génotype
ou le phénotype récessif, le petit a égale à P au AQ Q au E au carré. Là, pour faciliter ce calcul aussi, on va commencer par le calcul de pourcentage des individus qui ont ou qui présentent le caractère récessif. On a déjà f de grand petit a qui égale à f de petit a qui égale à q au carré. Alors f de AA égale à 0,2 au carré égale à 0,04. Le pourcentage des individus qui présentent le caractère récessif, c'est-à-dire petit a égale à 0,04 fois 100, c'est-à-dire qu'il égale à 4%. Le reste, le pourcentage des individus qui présentent le phénotype dominant, c'est-à-dire grand A, le pourcentage des individus dominants ou des phénotypes dominants égale à 100% moins 4%, alors égale à 96%. La réponse juste ou la bonne réponse est E.